Alors c'est encore une fois un effet d'annonce, mais ce n'est pas une surprise, puisque Donald Trump a déjà dit que l'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN. Donc, par une déclaration, je dirais, Volodymyr Zelensky confirme ce que Donald Trump avait déjà décidé. Bonjour Charles. Bonjour Joséphine et bonjour à tous. Un mot tout d'abord pour les auditeurs. Oui, c'est devenu une petite tradition. Je vous demande de vous abonner. Beaucoup d'entre vous qui me regardez en ce moment ne sont pas encore abonnés et il faut absolument que vous le fassiez. D'abord parce que c'est gratuit, parce que ça prend absolument 5 secondes. D'autre part, et surtout parce que ça aide la chaîne YouTube d'Omerta dans le référencement et dans la diffusion de nos contenus. C'est donc fondamental. Et je le dis aussi, comme c'est la fin d'année qui approche, pour ceux qui payent des impôts et qui refusent que ces impôts, l'argent de leurs impôts aille dans les poches d'Emmanuel Macron ou des médias mainstream, c'est le moment de faire un don défiscalisé à hauteur de 66%. Le lien est en description de cette vidéo. Plus vous serez nombreux à nous aider, plus nous pourrons développer notre travail et nous pourrons traiter des thématiques qui vous tiennent à cœur et que vous ne trouvez que sur Omerta. Merci à tous. Et pour commencer, les négociateurs américains ont demandé l'abandon de la région du Donbass. S'agit-il d'une surprise? Et cette demande peut-elle réellement aboutir? Alors, c'est pas une surprise puisque c'est dans le plan proposé par les Russes et les Américains. Comme Zelensky essaie de renouer un petit peu le dialogue avec les négociateurs américains et toujours dans cette logique de gagner du temps, de reprendre un peu les négociations cette semaine, les Américains reposent cette question des concessions territoriales. En réalité, ce qui est demandé aux Ukrainiens territorialement n'a pas un impact énorme puisque on parle de 30% de la région de Donetsk qui reste à céder à la Russie. C'est là où se déroulent en ce moment les combats. La région de Lugansk, qui est la deuxième région du Donbass, est prise à 99% par les Russes. Et quand on parle donc de ces concessions dans le Donbass, on ne parle pas de la région de Zaporijia ou de Kherson, qui ne sont pas dans le Donbass. Ceci étant, c'est un point d'achoppement pour les Ukrainiens, parce qu'en réalité, ce n'est pas tellement que, comment dirais-je, Volodymyr Zelensky est un amour particulier pour cette région. Il faut rappeler que l'armée ukrainienne fait la guerre à la population du Donbass depuis 2014. Mais simplement, il est compliqué pour lui d'accepter de céder les 30% restants, là où s'accroche l'armée ukrainienne, précisément parce que c'est en réalité le cœur de la défense ukrainienne dans l'est du pays, et qu'abandonner ces lignes de défense, c'est ensuite potentiellement livrer le reste de l'Ukraine, ou au moins les plaines qui séparent le Donbass du Dniepr, qui sont sans agglomération conséquente. Les agglomérations, elles sont à gauche, à l'ouest du Dniepr, sur la ligne Zaporijia, Dnipropetrovsk, Kiev. Et puis de l'autre côté, c'est le Donbass. Mais entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que des villages et que des terres agricoles. Donc il est évident que pour les Ukrainiens, ça affaiblirait leur ligne de défense et que ça mettrait peut-être en danger l'ouest du pays, au moins ces villes situées sur le Dniepr. Et puis d'autre part, politiquement, c'est très compliqué pour lui de les céder, car les nationalistes ukrainiens ne veulent entendre parler d'aucune cession de territoire, et au contraire même poussent pour un réarmement de l'Ukraine, avec en ligne de mire la reconquête des territoires pris par les séparatistes pro-russes depuis 2014, et même au-delà, quasiment porter la guerre sur le sol russe. Donc Volodymyr Zelensky est coincé parce qu'une grande partie de ses soutiens, alors qu'on parle peut-être de l'organisation d'une élection présidentielle ou d'un référendum, eh bien, s'ils s'aliènent ces forces nationalistes, qui sont quand même extrêmement puissantes militairement et électoralement en Ukraine, eh bien, il se met en risque personnel. Et je pense que toute son équation, parce qu'à la limite, on pourrait considérer que quelque part, il a contribué à sauver une partie de l'Ukraine de l'invasion russe, et que, un peu comme le général Zaloujny, l'ancien chef d'état-major, finalement, il a fait le job, et que c'est suffisant, et que
je dirais, avec des garanties américaines, anglo-saxonnes, françaises, ils puissent assumer de faire passer l'Ukraine à l'étape suivante avec un accord de paix avec les Russes et mettre un peu en retrait son destin personnel pour le destin de l'Ukraine et la paix. Mais en réalité, ce n'est pas ce qu'ils souhaitent. Ce qu'ils souhaitent, c'est conserver le pouvoir, certainement être réélu, et conserver l'appui des sponsors européens qui lui permettent de conserver le pouvoir, qu'il sécurise en réalité, financièrement, militairement, politiquement. Sans les Européens, sans le soutien des Européens, il n'est plus rien. Et il tombe. Donc, cette question des territoires, de 30% restants dans le Donbass, de la région de Donetsk, sur le papier, c'est une concession, mais je dirais l'Ukraine n'est pas amputée et n'en meurt pas. Par contre, militairement et politiquement, surtout politiquement, c'est inacceptable pour Volodymyr Zelensky. Voilà, parce que son destin personnel est lié à la poursuite de la guerre. Donc il a en tête un petit peu de... Comme les Américains se font de plus en plus pressants sur cette question, il faut qu'il trouve la parade. Et pour l'instant, d'ailleurs, on sait que sa réponse est un non catégorique sur cette session. Ce qu'il essaie de pousser en ce moment, c'est un cessez-le-feu, un gel des hostilités, des combats sur les lignes de front actuelles, ce qui lui permet de préserver les 30% de la région restante de Donetsk. Par ailleurs, l'Ukraine semble prête à renoncer à son adhésion à l'OTAN. Est-ce une concession décisive pour parvenir à un accord de paix ? Alors c'est encore une fois un effet d'annonce, mais ce n'est pas une surprise, puisque Donald Trump a déjà dit que l'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN. Donc, par une déclaration, je dirais, Volodymyr Zelensky confirme ce que Donald Trump avait déjà décidé. Ce n'est pas l'Ukraine qui décide de ne pas rentrer dans l'OTAN. C'est les Américains qui sont seuls maîtres à bord, qui ont décidé que l'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN. Plutôt que de s'accrocher et d'être ridicule et de redemander une adhésion à l'OTAN alors qu'il sait qu'elle est devenue impossible avec Donald Trump, Volodymyr Zelensky confirme, tout en paraissant reprendre un peu cette décision à son compte, confirme quelque chose sur laquelle de toute façon il n'avait pas la main. Donc pour les Russes c'est important, mais il n'y a vraiment aucune surprise là-dessus. La solution privilégiée par Zelensky aujourd'hui et par les Européens qui le soutiennent, c'est de trouver une organisation qui vienne un peu remplacer l'OTAN en Europe, une espèce d'OTAN un peu européanisé, qui existe déjà un petit peu. C'est cette fameuse coalition des volontaires. C'est un OTAN européen qui ne dit pas son nom. Mais en réalité, ce que cherchent, c'est pour ça que les Européens et Zelensky ont besoin de temps, c'est qu'il leur faut du temps pour organiser tout ça, pour organiser l'Europe de la défense et pour organiser une nouvelle organisation de sécurité européenne, évidemment idéologiquement totalement alignée, qui sera le bras armé d'Ursula von der Leyen, d'Emmanuel Macron et des autres, et qui leur permettra, pense-t-il, de se passer des États-Unis pour permettre à l'Ukraine de poursuivre la guerre sans limite. Voilà. L'Union européenne envisage également de saisir les avoirs russes gelés, mais Bruxelles s'y oppose. Pour quelles raisons ? Oui, c'est une question qui revient cette semaine, qui est très importante. Il y a près de 200 milliards d'euros qui sont d'avoirs russes financiers qui sont bloqués dans une structure qui s'appelle Euroclear, qui est une structure qui dépend de l'Union européenne. Ces avoirs, ils sont gelés, ce qui veut dire que, théoriquement, les Russes peuvent un jour les récupérer dans l'après-guerre. L'Union européenne utilise déjà ces avoirs financiers, les intérêts générés par ces avoirs financiers bloqués, pour financer l'aide à l'Ukraine, mais le capital, c'est-à-dire les 200 milliards placés par la Russie dans des banques européennes, pour l'instant, l'Union européenne n'y a pas touché. Et c'est tout l'enjeu en ce moment de cette bataille autour des avoirs russes, c'est que l'Union européenne souhaite saisir le capital, en fait, ces 200 milliards pour pouvoir poursuivre son soutien à l'Ukraine. Le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine, c'est déjà au moins 300 milliards d'euros. C'est monstrueux.
avec une phase aussi, toute une face aussi immergée de l'iceberg. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs un des sujets sur lesquels on souhaite travailler chez Omerta, c'est de comprendre l'ampleur et les différentes formes qu'ont pu prendre ces aides financières à l'Ukraine. Parce que c'est extrêmement opaque, ça n'a fait l'objet d'aucun consentement populaire. C'est décidé de manière totalement arbitraire par Ursula von der Leyen et par les élites européennes, et ça mérite d'être tout à fait, investigué. Voilà. Donc encore une fois, chers amis, si vous souhaitez qu'on investigue là-dessus, soutenez-nous absolument. C'est très important. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces fonds qui sont placés pour la grande majorité dans des établissements bancaires belges, met la Belgique un peu en porte-à-faux. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre Bart De Wever s'y oppose, parce qu'en fait, cette proposition, cette volonté de l'Union européenne de saisir ces 200 milliards, elle ne repose sur aucune garantie juridique solide. C'est-à-dire que, pour dire les choses très clairement, c'est un acte illégal. Et la raison pour laquelle le Premier ministre belge s'y oppose, d'ailleurs c'est assez surprenant parce que la Belgique suit normalement les décisions de l'Union européenne, le doigt sur la couture du pantalon, et là elle s'y oppose. Et si elle s'y oppose, c'est pas parce que le Premier ministre est pro-russe, c'est parce que le risque juridique est énorme, et si l'Union européenne saisit les 200 milliards, ça fait courir un risque à la Belgique qui est bien identifié par le Premier ministre et que le Premier ministre refuse, raison pour laquelle il s'oppose à cette confiscation. Il faut bien comprendre que comme c'est un acte illégal, si après la guerre, si ça se réalise et qu'après la guerre, la Russie porte plainte devant un tribunal international, et que le tribunal international juge illégale cette confiscation de ces 200 milliards, le pays qui paiera, qui remboursera la Russie, ce sera la Belgique. Ce ne sera pas l'Union européenne. Et ça, Ursula von der Leyen le sait très bien. Et en réalité, elle envoie le Premier ministre belge un peu au carton en lui demandant d'assumer le risque juridique. Ce qui, évidemment, pour le Premier ministre belge, est impossible. Et c'est la raison pour laquelle, contre vents et marées, contre les pressions de toutes sortes, le Premier ministre belge, courageusement, parce qu'il sait qu'il a quelque part le droit de son côté et qu'il ne souhaite pas, mettre la Belgique en position d'être juridiquement coupable, s'oppose à la volonté de Madame von der Leyen. Pour continuer sur l'Union européenne, celle-ci multiplie les sanctions visant diverses personnalités, russes comme européennes. Certaines de ces mesures reposent sur des dossiers contestés et suscitent le débat. Pouvez-vous nous éclairer sur cette situation ? Oui, d'abord sur les personnalités européennes, c'est vrai qu'aujourd'hui on a vu un certain nombre de citoyens de l'Union européenne placés sous sanction, notamment, là c'est un peu au conditionnel, ça devrait être confirmé peut-être au moment où cette vidéo sera diffusée, mais quelqu'un qu'on connaît bien, qui vient régulièrement chez nous, qui est le Jacques Beau, de nationalité suisse. Cette démarche, en réalité, sur les citoyens européens, montre que c'est une sorte d'avertissement pour les médias, les gens qui font un petit peu un travail de critique au sens noble du terme, qui essaient de mettre un petit peu d'analyse, de prendre du recul, qui ne sont pas aussi, il faut le dire, alignés sur la position mainstream et la position de stricte propagande ukrainienne. Il ne s'agit pas, en revanche, de mentir et de raconter n'importe quoi. C'est exactement ce qu'on fait chez Omerta. Pour les autres, chaque média ou chaque chaîne YouTube ou chaque influenceur a un petit peu sa ligne éditoriale. La ligne éditoriale d'Omerta, c'est très simple, c'est les faits et rien que les faits. Donc on n'est pas dans des déclarations fantaisistes, on n'est pas dans de la propagande ni pro-ukrainienne ni pro-russe. On essaie de remettre de l'analyse et du sérieux dans l'analyse, dans la réflexion, avec des faits, des informations qu'on va chercher sur le terrain. Ça, c'est la marque de fabrique d'Omerta. Mais on voit bien que
le pouvoir à Bruxelles serait dit, parce que le risque pour ces gens qui souhaitent mordicus soutenir l'Ukraine et que l'Ukraine continue la guerre, comme ils voient qu'une partie de la population grandissante n'adhère plus au discours de propagande pro-ukrainienne, commence à se poser des questions, commence à penser que cette guerre coûte cher, pense aussi qu'il est impensable d'envoyer des jeunes Français ou des soldats français mourir pour l'Ukraine, etc., etc. Tout ça vient déstabiliser un petit peu non seulement le narratif mainstream, mais aussi la politique qui est décidée par Bruxelles et par Paris, par exemple. Et donc on voit que dans le champ informationnel, de toute façon, les choses deviennent plus compliquées. Il y a une tentative du pouvoir pour essayer de contrôler l'information ou essayer de réduire les narratifs, les médias qui ne sont pas strictement dans la ligne mainstream. Alors quand il s'agit de médias qui font sérieusement leur travail, etc., c'est plus compliqué. On essaie de toucher vraiment des personnalités qui sont très engagées du côté russe, qui sont peut-être plus vulnérables. Voilà. Donc, mais tout ça est quand même très étonnant parce que ça ressemble quand même à du délit d'opinion. Et on voit que la liberté d'expression est quand même menacée, d'ailleurs au-delà de la guerre en Ukraine. Pour ce qui concerne C8 et CNews, les décisions de l'Arcom, la position du service public, la politique sur le service public, le fait que certains médias n'ont absolument aucun compte à rendre et qui sont perfusés aux subventions publiques alors qu'ils ne sont pas rentables et qui sont des médias vraiment d'opinion, je pense à Libération, à d'autres, là ça pose question. On voit bien que... Et s'ajoute à ça évidemment, si on élargit encore un petit peu le champ, une espèce de label initié par Emmanuel Macron pour récompenser les médias qui, je dirais, soi-disant, lutteraient contre les fake news. En réalité, lutter contre les fake news pour Emmanuel Macron, il y a évidemment des fake news, mais ce qui le dérange à mon avis, et il fait passer ça pour des fake news, c'est la remise en cause de ce qu'il raconte et de sa politique, notamment dans le champ de la politique internationale, de la politique de défense. C'est ce qui le dérange fondamentalement. Et donc, cette pression s'accroît évidemment. Alors, il n'y a pas que des citoyens européens, tu le disais. Il y a aussi des citoyens étrangers, notamment des citoyens russes qui sont sous le coup de ces sanctions. Alors, j'ai sélectionné parce il y a beaucoup en réalité de Russes qui sont sous sanctions. Il y a beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup de personnalités aussi. Mais pour que nos auditeurs comprennent un peu mieux, j'ai décidé de prendre deux exemples qui sont quand même assez significatifs. Le premier, c'est le cas d'Alexander Pupiansky, qui est le fils d'un homme d'affaires proche de Vladimir Poutine, que l'Union européenne a à 3 reprises placé sous sanction et qui a à 3 reprises bénéficié en fait d'une annulation de ces sanctions par la justice européenne, les juges considérant qu'il était illégal de le placer sous sanction. Mais à 3 reprises, les fonctionnaires de Bruxelles l'ont remis sur la liste des sanctions et on voit bien que c'est fait avec pour objectif, sans fondement juridique solide, en fait, de toucher l'entourage de Vladimir Poutine. Le problème, c'est que dans ce cas, il touche le fils d'un des proches de Poutine, mais c'est sans fondement juridique. Et malheureusement, en Europe, dans l'Europe de Bruxelles, parfois, il faut encore des fondements juridiques pour pouvoir justifier une décision de mise sous sanction. Et cette affaire est intéressante parce que c'est le fiasco de l'administration bruxelloise qui, par idéologie, s'acharne à mettre Alexander Pupiansky sous sanction, alors que la justice lui donne raison et qu'il en vient aujourd'hui à réclamer près de 20 millions d'euros de dommages et intérêts à Bruxelles et que, vraisemblablement, il a toutes les chances de gagner. L'autre cas très intéressant, c'est celui de Magomed Gadjiev, sur lequel on a enquêté chez Omerta,
qui est un ancien député de la Douma d'État russe, qui a soutenu, qui a d'ailleurs initié la loi d'annexion de la Crimée par la Russie en 2015, et qui a financé d'ailleurs un certain nombre d'expéditions humanitaires dans le Donbass, et qui, pour une raison inconnue, passe à l'ouest, prend ses clics et ses claques, passe en Europe, aux États-Unis, et décide de donner des gages aux Ukrainiens. Le problème pour les Ukrainiens, c'est que cet individu a fait partie du cœur nucléaire, non seulement du parti politique de Vladimir Poutine, Russie Unie, mais qu'il a pris une part active dans ce que les Ukrainiens considèrent une spoliation, c'est-à-dire le rattachement de la Crimée à la Russie, qu'il a encouragé l'opération militaire spéciale, et qu'à ce titre, il mérite d'être placé sous sanction. Alors, dans ce cas, c'est un cas différent de celui du premier que j'évoquais il y a quelques minutes. Dans ce cas, l'Ukraine fait tout pour qu'il soit mis sous sanction européenne. Il est déjà sous sanction ukrainienne. Il est aussi pas sous sanction russe, parce qu'en Russie, son passage à l'ouest, je dirais, a déclenché un certain nombre de problèmes aussi liés à de supposées activités criminelles en Russie. Donc il est recherché par les Russes. Mais aujourd'hui, lui, est un peu dans une impasse, parce que les Ukrainiens souhaitent le voir mettre sous sanction européenne, souhaitent pouvoir le juger en Ukraine, et que Bruxelles, pour le moment, pour une raison qu'on n'arrive pas d'ailleurs à décrypter, parce que en général, les desiderata de Kiev sont exécutés immédiatement par Bruxelles, et là, Bruxelles prend son temps, et ça dure déjà depuis au moins 2 ans, et ne place pas cet individu sous sanction. Ce qui est insupportable, je dirais, vu de Kiev, parce qu'il est dans le viseur de Zelensky depuis très longtemps. Donc, c'est un cas un peu à part, mais tout ça veut dire que l'Union européenne, dans sa politique de sanctions, souhaite évidemment faire payer la Russie, mais agit de manière irrationnelle, voire même sans fondement juridique, voire même en faisant courir des risques juridiques, des risques légaux, à ses propres fonctionnaires qui font n'importe quoi, et aussi, on en parlait au début, il y a quelques instants, à un État et au Premier ministre belge, ce qui est quand même incroyable. Donc tout ça est assez inquiétant. Et en réalité, quand on regarde les déclarations de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français aujourd'hui, sur cette liste de sanctions, on voit qu'on frôle quasiment l'hystérie et qu'on est dans l'émotion. En fait, ils ont la pression de Donald Trump, ils ont la pression des Russes sur le front, ils ont une pression par ricochet de Zelensky, mais qui par ricochet les atteint. Et donc on voit qu'ils sont en train de s'énerver et peut-être de faire n'importe quoi. Pour continuer sur les sanctions, le principe même de la confiscation des avoirs russes fait débat au sein de l'Union européenne. Oui, évidemment, puisqu'on vient de le dire, il y a la Belgique qui n'est pas d'accord, en tout cas sur la confiscation de ces avoirs, mais il y a d'autres pays aussi qui se posent des questions. Et le premier d'entre eux, évidemment, c'est la Hongrie, qui d'ailleurs a déjà attaqué en justice pour remettre en cause un mécanisme européen qui utilise ces avoirs pour financer la guerre en Ukraine. La Hongrie considère que ce n'est pas très légal et qu'en tout cas ça fait courir un risque juridique aux pays de l'Union européenne. Alors évidemment, Bruxelles, elle tient le discours exactement inverse. Mais pour revenir sur le Premier ministre belge, ce qu'il dit en substance, c'est pas qu'il s'oppose à la saisie de ses avoirs, c'est qu'il demande qu'il y ait en fait un mécanisme de solidarité, et qu'en cas de condamnation pour la saisie de ses avoirs, eh bien, en fait, l'Union européenne
les pays de l'Union européenne assument collectivement les conséquences. Aujourd'hui, évidemment, ces fonctionnaires qui décident de manière arbitraire qu'il est possible de confisquer ces avoirs russes, évidemment, ce ne sont pas eux qui paieront. Donc, on a des fonctionnaires de Bruxelles qui aujourd'hui jouent avec le feu, qui aujourd'hui jouent avec les questions juridiques et qui jouent avec la responsabilité potentielle de la Belgique. Et c'est exactement ce que la Belgique refuse. En fait, le Premier ministre belge refuse que son pays soit le dindon de la farce. Et il demande que ce soit la Commission européenne qui sorte le carnet de chèques. Et évidemment, les contribuables européens, puisque c'est les contribuables européens qui paieront, sachant que cette addition peut être vraiment astronomique, parce qu'il y a 200 milliards d'euros d'avoirs gelés que Bruxelles souhaite pouvoir saisir. Mais en cas de condamnation, il y a les 200 milliards à rembourser, mais évidemment, il y a des intérêts. Donc la note serait, on peut dire que la note serait au moins de 250 milliards. Donc c'est absolument considérable. On ajoute ça aux 300 milliards déjà versés à l'Ukraine, à l'argent qui manque en France, par exemple, pour réaliser tout un tas de chantiers, que ce soit sur les infrastructures, mais aussi dans le social pour relancer l'économie, etc. Et on voit que c'est absolument catastrophique. Donc la position d'un certain nombre de pays, évidemment, c'est de soutenir l'Ukraine. Même les Hongrois qui ont pris un peu de distance ne disent pas qu'il faut livrer l'Ukraine à la Russie, mais simplement ce qu'un certain nombre de pays disent, c'est que en fait, c'est l'avenir de l'Union européenne est lié, je dirais, au bon traitement juridique de cette question des avoirs, parce que la question n'est pas finalement qu'est-ce qu'on peut faire de ces avoirs, mais c'est combien ça pourrait coûter si la question était mal traitée. Le droit international fait une énorme différence entre immobiliser un actif, saisir ses revenus, donc je disais les intérêts des 200 milliards d'actifs russes placés dans des banques, notamment en Belgique, et le fait de saisir, de confisquer l'actif lui-même. J'en veux pour preuve qu'en France, un certain nombre de villas d'oligarques ont été saisies par la justice, mais elles ne peuvent pas être confisquées, ce qui veut dire que les actifs sont gelés, mais l'État français n'a pas le droit de les vendre. Sauf dans le cas où le propriétaire est un criminel avéré, comme par exemple un narcotrafiquant ou un membre d'une mafia, on ne peut pas confisquer l'actif lui-même. À ce moment-là, je dirais, on sort totalement du droit et on entre dans l'arbitraire le plus absolu. Pour terminer, en s'opposant à l'Union européenne sur cette question, Bruxelles prend le risque de s'isoler. Qu'a-t-elle à y gagner ? Mais justement, à part le soutien inconditionnel à l'Ukraine et un peu dans une tentative désespérée et en faisant fi du droit, en réalité, elle n'a pas grand-chose à y gagner. Si on sort un petit peu de cette question ukrainienne et de cette question belge, en réalité, cette question des avoirs russes est un champ de mine pour l'Union européenne, car si l'Union européenne confisque les avoirs russes et les utilise, elle viole un principe fondamental du droit international, c'est celui de l'immunité des États. Et ce principe protège tous les pays, pas seulement la Russie. Ce qui veut dire que demain, pour les États du Golfe ou de l'Amérique latine, qui placeraient leur argent au sein de l'Union européenne, que vaut en fait la parole et la protection juridique, le droit international au sein de l'Union européenne. En réalité, avec cette question, si les avoirs russes sont confisqués, le risque juridique pour tous ces États qui souhaiteraient placer leur argent au sein de l'UE, il est énorme. En tout cas, dans un espace qui est censé garantir le droit international, l'état de droit dans les pays qui la composent, la sécurité juridique n'existe plus. Donc, potentiellement, ça a un impact, y compris sur, l'attractivité de l'Union européenne pour faire venir des avoirs de l'étranger. C'est absolument énorme. Donc,
ce qu'on peut peut-être dire en conclusion, c'est que malheureusement, l'Ukraine est en train de faire tourner la tête d'un certain nombre de dirigeants politiques de l'Union européenne, y compris de certains fonctionnaires qui devraient alerter et devraient, comment dirais-je, se réfugier derrière le droit et la réglementation pour expliquer qu'il y a certaines choses qui ne sont pas possibles. Malheureusement, l'Union européenne agit un petit peu comme un canard sans tête, c'est-à-dire qu'il va dans toutes les directions. Il risque de se retrouver avec le président ukrainien sous la pression des Américains, des Russes, des Chinois, des Indiens et maintenant des pays qui sont réfractaires à faire n'importe quoi, complètement dans le mur. Merci Charles pour vos réponses. Merci Joséphine, merci à tous et à très vite.